Bonjour. Bonjour à vous tous. Bon, est-ce que c'était bien hier? C'est la 12e édition, mais à chaque fois, on essaye de faire quelque chose de bien et de sympathique. Bon, moi, j'ai jamais réussi à piloter un drone. Vous avez tous essayé? Pas tous, hein, j'en ai vu plein qui n'ont pas voulu essayer. C'est dommage, c'était très sympa. Sauf quand la structure s'effondrait un peu, mais bon, c'est les aléas du direct. Et justement, à ce propos, donc on est ravis de vous accueillir dès que je retrouve la zapette. Enfin non, on est ravis de vous accueillir dans tous les cas, mais pour cette deuxième journée, on espère que ça a été très sympathique pour ceux qui étaient là hier. Bienvenue à ceux qui sont là aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui, dû à différentes contraintes logistiques, sont dans d'autres salles. On va essayer de... Voilà, j'espère que vous avez le son, la vidéo et tout. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui va me dire rapidement si ça fonctionne pas. Voilà, c'est parti pour cette deuxième journée. J'ai pas changé de nom, j'ai pas changé de métier. Je suis toujours aussi ravi de m'occuper de la plateforme Power au global et notamment la partie IBMI. Voilà, je suis le responsable technique avec toute mon équipe qui travaille à vos côtés lorsque nécessaire sur la partie infrastructure. Alors l'agenda, voilà, on fait une belle plénière, tout du moins on l'espère, avec, je vous l'avoue, ça se voit pas forcément, mais je tremble un petit peu. On a décidé d'essayer d'innover et de faire une session où en première partie on va inviter Xavier Vasquez, notre VP et CTO, qui nous parlera du futur de la technologie. On va faire une session Ask the Expert. Alors c'est facile dans du multisalle, alors qu'on l'a jamais fait. La seule chose qui est bien, c'est qu'on a des super experts. On va voir ça tout à l'heure. Et après, on va continuer l'agenda, un ensemble de sessions techniques sur la matinée, intercalées de petites pauses, et puis une session beaucoup plus dédiée à la partie common, qui, je le rappelle, est faut être effectivement abonné, mais c'est la bonne occasion, si vous ne faites pas encore partie de cet excellent groupe utilisateur qui est la Common France et la Common de manière globale, et que vous êtes intéressé par les sessions, allez voir voilà, où vous voyez avec nous ou avec eux directement pour vous inscrire et devenir membre adhérent. Voilà, c'est ça exactement. Alors Xavier, c'est quelqu'un qui est pas du tout comme moi, il est un petit peu bavard, parce que moi je suis très très timide. Mais je sais que Xavier, il a une... c'est mon chef quand même, j'étais obligé. C'est la meilleure de dire ça. Non, mais en plus je sais qu'il a une contrainte derrière, c'est pour ça qu'on est très content qu'il parle avec nous. Je crois que tu dois partir voir un client immédiatement après. Donc sans plus tarder, sans plus parler, je te laisse la parole. Voilà, et le contrôle de tout ça. Merci beaucoup Alain. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Hop, je vous jure, j'ai pris quelques notes. Je ne regarde pas mes emails. Mais d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence parce que je vois que la salle est pleine. J'ai eu l'impression que hier, vous êtes plutôt bien amusés. Donc, merci d'être là et de prendre ce temps avec nous. Et on est dans une année un peu particulière pour IBM France puisqu'on a fêté cette année nos 110 ans. Donc, quand on regarde 110 ans dans le monde de la tech, je dirais que c'est quand même assez impressionnant qu'une boîte arrive à faire ses 110 ans. Et quand on regarde un peu qu'est-ce qui fait finalement perdurer une boîte technologique comme IBM pendant 110 ans en France, il y a bien sûr l'innovation et la technologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on a un ADN dans lequel on se dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le succès de nos clients, c'est être responsable, c'est de travailler de manière éthique. Alors, ça semble des mots un peu comme ça, mais on signe tous les ans quelque chose qu'on appelle le BCG, qui s'appelle le Business Conduct Guidelines, qui impose à chaque IBMer de dire, voilà, vous avez un certain nombre de comportements à avoir, et donc c'est un peu l'ADN d'IBM. Et on parle beaucoup d'IA par exemple, et quand on parle d'IA, c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire on reste sur ces valeurs-là, c'est-à-dire on ne va pas prendre des données de nos clients pour alimenter nos propres systèmes d'intelligence artificielle, on fait plus qu'essayer, on fait en sorte qu'on ait un usage éthique et qu'on expérimente par la science et non pas sur des hypothèses. Et puis, il y a des choses que l'on a fait un peu plus récemment, mais on a beaucoup fait d'acquisitions. Il y a une galaxie d'acquisitions. Alors peut-être la plus emblématique, c'est quand même Red Hat, notamment avec la partie OpenShift. Pourquoi je cite Red Hat? Parce que ça a quand même changé notre stratégie là depuis 2 ans.
2-3 ans, dans lequel on rentre de plein pied dans le cloud hybride. Vous avez tous entendu parler du cloud hybride, mais en fait, OpenShift nous a forcé, côté IBM, à faire en sorte que nos solutions tournent non seulement sur nos plateformes on-prem, mais aussi sur n'importe quel cloud public du marché et de faire du vrai cloud. Et puis, on a fait aussi des investissements. Quand notre PDG Arvind Krishna est arrivé, ça va vous faire sourire, mais il a dit IBM, c'est une boîte de techno. Alors, qu'est-ce qui fait la force d'une boîte de techno? C'est les ingénieurs. Et donc, on avait un ratio tech commerciaux, tech sales, qui était en faveur des commerciaux. Il y avait plus de commerciaux que de tech. Et depuis maintenant 1 an, il y a plus de tech que de commerciaux. Donc, on a fait un gros virage chez IBM pour justement équilibrer ce ratio-là et de mettre une emphase sur les équipes techniques. Et donc, il y a des nouvelles équipes que peut-être que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître, mais qui sont par exemple le Client Engineering, qui est là pour faire des MVP, les Customer Success Managers, qui sont là pour le déploiement, des ingénieurs avant-vente, des architectes, Expert Lab, tout ce qui est Professional Services sur du hardware et du software. On a nos centres de Montpellier, de Nice, etc. Donc, il y a eu un vrai push depuis quelques temps où la partie technique a pris une grosse emphase, une grosse priorité, et donc vous allez voir que ça va encore plus s'accentuer dans le futur. En France en particulier, on a aussi investi dans ce qu'on appelle le France Lab, donc c'est notre laboratoire de R&D et qui sont majoritairement, on va dire, à Saclay et à Biot, près de Nice. Et le France Lab a 2 thématiques principales qui sont l'IA, bien sûr, et puis on a annoncé cette année dans Choose France un investissement de 45 millions avec 50 recrutements sur le quantique. Et vous allez voir que le quantique, ça commence à devenir de plus en plus une réalité et ça va concerner tout le monde. Mais il y a un truc que pas beaucoup de monde sait, c'est que dans le France Lab, en France, il y a une petite bande d'irréductibles gaulois qui sont en charge de designer la prochaine génération de processeurs Z et Power. Donc il y a des Français, ça ne se sait pas, ils sont pas très connus, sont souvent sous NDA, hein, donc si vous voulez des infos sur les générations N+2, N+3 des processeurs Power, je pourrais vous donner les noms, mais je pense que vous devez les séquestrer et torturer pour qu'ils donnent des infos, même moi je les connais pas. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, ce qui est rassurant, c'est de voir qu'en fait IBM continue à investir et de dire que voilà, il y a les prochaines générations qui sont en train d'être étudiées et qu'il y a une petite bande de Gaulois qui est en charge de ça. On mise aussi sur les compétences. IBM a annoncé qu'on allait former 30 millions de personnes sur les technologies et pas que l'IA. Hein. L'IA représente à peu près 3-4 millions de personnes. Le but étant d'essayer de diffuser un peu la technologie au niveau mondial. Donc on a des programmes dans des lycées comme par exemple Pitech, mais aussi des académies. On a beaucoup en France un programme particulier qui s'appelle les académies IBM, dont les premières sont à Montpellier, et je suis fier de ça parce que je suis montpelliérain. Mais on a déjà 2 académies à Montpellier. Il y en a une qui est à Lille sur les grands systèmes, et puis on va essayer de continuer cet effort-là. Et pourquoi pas une académie Power? On peut, si vous êtes intéressé, on peut discuter, on peut voir un peu comment on peut monter ça, n'est-ce pas, Alain? Et puis il y a des alliances. Qui aurait dit que il y a quelques années on ferait des alliances avec Microsoft, AWS, Accenture, voilà, plein de gens comme ça. Ça montre en fait qu'on a une stratégie qui est différente. Ça veut dire qu'on peut déployer nos solutions sur de l'Azure, sur de l'AWS, mais aussi sur de l'on-prem. Et en fait, nos clients, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ne demandent pas d'être full cloud public. Certains de nos clients demandent à ce que nos données leurs données soient protégées aussi, et donc fassent de l'on-prem. Et donc, on a fait cette ouverture-là pour qu'il y ait une vraie notion d'hybridation et de dire, bah voilà, on peut effectivement tourner sur du cloud IBM, sur de l'Azure, sur de l'AWS, mais aussi sur Power et sur des infrastructures on-prem. On a aussi des alliances assez fortes avec Hugging Face, par exemple, avec Mistral, avec la NASA, qui en fait nous permet aussi d'injecter de l'innovation et de collaborer avec eux sur différents modèles d'IA, mais pas que de l'IA en tout cas. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé chez IBM, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Enfin plus que perçois, parce qu'on me l'impose, ce qui est une très bonne chose, c'est que et j'espère que vous le voyez, puis si vous ne le voyez pas, je pense que ça va venir de plus en plus, c'est que l'écosystème devient une priorité pour IBM, et ce n'est pas une stratégie, c'est la stratégie d'IBM.
et on le voit dans les allocations de ressources techniques et commerciaux, mais c'est un virage qui est en train de prendre de manière très sérieuse et vraiment structurellement au sein d'IBM, qui est de dire on se tourne vers l'écosystème et la majorité de notre business va être écosystème et va être écosystème. Et pour nous, c'est vraiment, je pense, un des plus gros changements. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas écosystème avant. Sur la partie, par exemple, infrastructure, on travaille déjà pas mal avec nos partenaires, il faut le dire. Mais là, maintenant, c'est quasiment full partenaire, ce qui est quand même une bonne chose pour nous, en tout cas en tant qu'IBMer et Ecos de base. Et ce qui fait aussi la valeur de ces 110 ans, c'est aussi l'innovation. On a toujours essayé de s'appuyer sur notre historique, sur l'innovation qu'on développe. Et l'historique, c'est la base. Quand on parle de quantique, pourquoi je me réfère à l'historique, c'est que quand on parle de quantique, le quantique, ça fait des décennies qu'on y travaille sur le quantique. Alors maintenant, tout le monde en parle, mais les premières conférences sur les ordinateurs quantiques ont eu lieu dans les années 80. Et donc, c'est de là où est parti et qu'on a réussi en 2016 à ouvrir notre premier ordinateur quantique. Donc, c'est des travaux qui sont longs parfois, mais derrière qui aboutissent à des solutions vraiment réelles. Et juste pour vous donner quelques chiffres, IBM Research, c'est plus de 6 milliards d'investissements par an, c'est 3000 chercheurs, et puis quelques prix Nobel, il y a 6 prix Nobel, 6 Turing, il y a vraiment il y a eu et il y a du beau monde en ce moment. Et puis surtout, on travaille sur des thématiques qui sont bien sûr l'IA, le cloud, la sécurité, mais aussi les semi-conducteurs. Pour nous, les semi-conducteurs, c'est un énorme enjeu. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis sur des choses un peu plus fondamentales, que sont les mathématiques, la physique, les life science. Et là, vous allez me dire, quel est le rapport avec le hardware? Quand on parle life science, par exemple, eh bien, on sait qu'on va avoir un problème. On sait qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliards de paramètres qui composent les fameux modèles d'IA. On sait que demain, ça sera des milliers de milliards de paramètres. On sait que ça va poser un problème de puissance de calcul. On sait que notre capacité à innover sur les semi-conducteurs, elle va être forcément à un moment donné limitée. On sait que, par exemple, on a sorti notre puce de 2 nanomètres. Donc gravé à 2 nanomètres, ça veut dire qu'on peut mettre 50 milliards de transistors dans une puce qui fait la taille d'une ongle d'un doigt. Donc 50 milliards de transistors dans une puce qui fait la taille d'une ongle d'un doigt, c'est assez innovant, mais c'est pas assez. Et donc on vise beaucoup plus que ça. Et dans notre roadmap, on est déjà en train de travailler sur des puces à moins de 1 nanomètre, gravées à moins de 1 nanomètre. Et on sait que d'ici à 2030, on va avoir la capacité de graver, tenez-vous bien, 1000 milliards de transistors dans un chip. Donc on a cette roadmap, on sait comment y aller, etc. Mais si je vous dis que même avec 1000 milliards de transistors sur un chip, on ne sera pas capable d'adresser la demande en puissance de calcul. Et donc pour ça, on va devoir trouver des alternatives. Et les alternatives, c'est ce que je vous ai dit, c'est par exemple s'intéresser à la physique. Pourquoi la physique? Parce que vous faites des puces à 7 nanomètres, 5 nanomètres, 2 nanomètres, 1 nanomètre. À un moment donné, vous n'allez pas pouvoir aller en dessous du zéro. Ça n'existe pas. Et donc, vous allez devoir explorer le monde sous-atomique. Et typiquement, sur le stockage, c'est idiot, mais à votre avis, combien il vous faut pour, peu importe le système de stockage que vous avez, combien il vous faut pour stocker un bit d'information, combien d'atomes il vous faut pour stocker un bit d'information sur un support de stockage? Des questions... moi, je sais pas, personnellement, je savais pas, mais j'ai regardé. C'est entre 100 000 et 1 million d'atomes. Tout dépend du système de stockage que vous utilisez. IBM regarde le milieu sous-atomique. Pourquoi? Parce qu'un atome d'holmium, par exemple, donc c'est un seul atome, IBM a montré, on a publié ça dans la nature, qu'on était capable de stocker un bit d'information sur un atome. Ça ne veut pas dire que demain, vous avez des systèmes de stockage avec des atomes d'holmium. Ce n'est pas pour demain que c'est en production, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, même si ça paraît un peu trop futuriste, quand on parle de physique fondamentale, ça nous permet en fait de designer les systèmes de demain. Et puis, les life science, c'est des choses qui nous intéressent, comme par exemple comment un cerveau calcule. Comment cette petite boîte crânienne de 86 milliards de neurones arrive à processer autant d'informations, à faire en sorte que je puisse vous faire des présentations et que finalement il n'y a aucune prise électrique branchée sur mon cerveau, juste avec un peu de glucose, un peu d'oxygène, voilà, ça marche plutôt bien. Et donc ça, c'est un peu le Graal pour les data centers de demain. Donc on regarde tout ça. Et notre but, c'est pas de faire de la science pour de la science et de la beauté de la science, on le fait.
aussi parce qu'on sait qu'on va équiper nos systèmes de demain. Et donc, quand on dit système de demain, eh bien, on pense à ça. Et ça fait quelques années, ça fait presque plus de 10 ans qu'on pense à ça. Mais un jour, on a publié un truc qui dit, en fait, l'informatique de demain, pour adresser tous les challenges que je viens de vous dire, eh bien, l'informatique de demain, ça sera 3 choses. Ça sera des systèmes hétérogènes. C'est du système classique, ce que vous connaissez, ce qu'on connaît tous aujourd'hui, qui croît de manière linéaire, dont on va continuer à innover, continuer à innover sur le long terme et dans les prochaines décennies. Et puis, ça va être des systèmes inspirés de la biologie, et puis ça va être des systèmes inspirés de l'atome, donc de tout ce qui va être mécanique quantique, et donc de l'ordinateur quantique. Et quand on regarde de plus près, je suis pas en train de vous parler de quelque chose qui va arriver dans 20 ans. Et pourquoi je dis ça? Parce que si je donne 3 exemples qui vous illustrent un peu ce propos-là, eh bien, on a une première chose qui a été publiée il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on appelle l'Artificial Intelligence Unit. Alors, je vais vous parler de Z. Je sais que je suis dans le milieu du power, mais vous allez voir que ça vous concerne. En 2022, on a publié on a lancé le Z16, et dans le Z16 il y avait un processeur qui s'appelait Telum, dans lequel on a mis un accélérateur d'IA. Pourquoi on a mis un accélérateur d'IA? Parce que nos clients nous disaient, voilà, on a besoin de déployer des algorithmes de machine learning, notamment pour la détection de la fraude, pour des paiements. Et les paiements, c'est à haut volume transactionnel, il y en a beaucoup. Et donc, on a créé cet accélérateur-là qui a permis en fait de déployer des modèles d'IA et d'engranger 100 000 transactions à la seconde, notamment pour la détection de la fraude. On a pris cet accélérateur-là, on l'a sorti, et on a créé l'intelligence artificial unit, qui est là, que vous voyez là, et donc qui a 32 cœurs, 25 milliards de transistors à l'intérieur. Vous avez vu qu'il y a un port PCI, donc ça veut dire qu'il est rackable, et on a commencé à faire des tests là-dessus pour voir un peu la performance de ça. Et cette année, lors de la grande conférence qui s'appelle Hot Chip, on a sorti une deuxième version qu'on a appelée merci, Spire, super. 4 fois plus puissant que la génération 1, mais surtout, consommation 75 watts. Et alors 75 watts, pour vous donner un ordre d'idée sur alors si vous prenez le haut de gamme des GPU, on est plutôt de l'ordre du 800 watts. Vous avez des GPU un peu moins puissants à 400 watts, mais si vous prenez la dernière génération, vous êtes plutôt dans l'ordre de 800 watts. Et donc, ça permet en fait de quoi? D'accélérer les calculs d'IA, et puis ça permet surtout de consommer beaucoup moins. Et ça a été annoncé comme allant équiper la prochaine génération des systèmes Power. Donc, notre recherche, elle est aussi pour que derrière, on puisse équiper en fait les futurs systèmes de demain. Ensuite, vous avez quelque chose qu'on appelle le quantique. On pourrait en parler des heures, et je sais que Alain va me dire 5, 4, 3, 2, 1. Mais ce que vous voyez là, c'est pas de la science-fiction, c'est réel. Vous pouvez le voir à Yorktown si vous vous déplacez à New York dans le labo d'IBM Research, c'est l'IBM Quantum System 2. Et en fait, depuis qu'on l'a lancé en 2016, on a aujourd'hui plus de 250 partenaires qui utilisent nos systèmes quantiques. Il y a plus de 75 systèmes qui sont déployés dans le monde. Il y a plus de 600 000 utilisateurs. Donc ça commence à être plus important. Ça fait maintenant partie d'une stratégie d'IBM qui est de dire, nous, on est une compagnie qui va faire de l'IA, qui va faire du cloud hybride et qui va faire maintenant du quantique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'une ère où les gens testaient, exploraient, etc., à une ère qu'on appelle l'utilité quantique. C'est-à-dire qu'on a publié plusieurs papiers, et pas que nous d'ailleurs, des gens aussi qui utilisent nos systèmes, pour dire que, voilà, on a fait des calculs qui permettent de démontrer que les ordinateurs quantiques font des expériences qui ne sont pas atteignables, qui ne sont pas simulables par des systèmes classiques. Donc on en a quelques exemples qui ont été publiés l'année dernière, qui ont fait la première page de Nature, et qui ont montré que maintenant on rentre dans une nouvelle ère qui commence à être pas l'ère de l'avantage quantique, mais plutôt l'ère de l'utilité quantique. Ça veut dire que les calculs commencent à être plus puissants que ce que peut faire un ordinateur classique, en tout cas s'il voulait simuler exactement la même chose. Et là, on commence à penser HPC.
on commence à dire, comment on hybride, comment demain, quelqu'un qui a du power, par exemple, qui lance un calcul, puisse se connecter à un ordinateur quantique pour avoir une accélération sur un cas d'usage ou un autre, et puis derrière, de commencer à mélanger les briques et à combiner différents ordinateurs quantiques, etc. Donc, l'ordinateur quantique, pour nous, il y a 2 dates qui vont être clés. Là, on rentre dans l'ère de l'utilité quantique. En 2029, on sait qu'on saura déjà traiter 100 millions de portes quantiques, ce qui représente un énorme calcul déjà. Et en 2033, ce sera 1 milliard de portes quantiques. Ça fait très longtemps qu'on a cette roadmap, ça fait très longtemps qu'on la tient. Et là, on sait qu'on va déjà y arriver. Et donc, ces 250 clients et ces 600 utilisateurs, en fait, sont en train de développer les algorithmes, sont déjà développés et attendent la maturité maintenant de la machine pour aller un peu plus loin. Mais on rentre, on va dire, dans une nouvelle phase. Et puis le dernier, et j'en aurai fini, c'est quelque chose qu'on a publié cette année dans Science. Et ça a fait son petit bruit parce que Nature a même publié un article d'eux-mêmes qui ont dit de mind-blowing chip. Et là, je vous avoue que même moi, j'ai été hyper surpris de voir ça. Donc, c'est une puce qui est inspirée du cerveau. Ça veut dire quoi? C'est que chaque neurone dans notre cerveau calcule d'une certaine façon. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a imité la façon dont ces neurones font des calculs. Et donc, on a imprimé des neurones in silico. Donc, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des transistors qui se comportent comme des neurones. Et donc, on a éliminé ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann, vous savez, CPU, mémoire et stockage, qui fait qu'il y a des bottlenecks, des goulots d'étranglement. On a rassemblé tout ça sur un chip et on procède de la même façon que le calcul du cerveau. Ce qui est étonnant, c'est que on a commencé à faire du bench dessus, du vrai benchmark à l'ancienne en mode HPC. Je dis ça parce que je suis un ancien du HPC. Quand il y a un benchmark, c'est un benchmark. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais un benchmark, c'est un benchmark. Et donc, on a commencé à tester ça sur du ResNet, sur du BERT, sur des modèles de fondation, etc., etc. Et on a bien entendu comparé ça à des accélérateurs, du x86, des GPU, etc. Et ce que vous allez voir juste après, c'est que le benchmark, il est dithyrambique. On se retrouve, voilà, lorsqu'on compare à des H100 ou peu importe, on se retrouve là-haut, c'est-à-dire 25 fois moins énergivore que les GPU et plus puissant. Ça veut dire que ce mode de calcul-là apporte un vrai différenciateur. Et pourquoi j'ai amené mon téléphone? Parce que j'arrive jamais à retenir ces chiffres-là, mais il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que quand on a publié cet article-là, on nous a dit, mais faites d'autres benchmarks, allez-y, poussez la bête, allez-y, faites d'autres choses. Et donc, on a commencé à mettre de l'IA générative et à tester des modèles d'IA générative. Et le dernier benchmark qu'on a fait, ça a été publié dans une conférence sur le calcul haute performance, IEEE pour les connaisseurs, et on l'a comparé à dernier GPU, le plus performant, et on a commencé à tester des modèles de quelques milliards de paramètres. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on était 46,9 fois plus rapide, et surtout 72,7 moins énergivore. Donc on rentre dans une nouvelle ère, et au même titre que l'AIU, l'intelligence artificial unit, au même titre que l'AIU, je ne peux pas dévoiler les roadmaps comme ça, mais soyez-en certains qu'à un moment donné, ça se retrouvera forcément dans un système IBM. Voilà. Oui. Comment tu positionnes la carte Spire avec North Pole? Je pense que North Pole, ça va être vraiment ça va calculer vraiment le modèle en tant que tel, parce que Spire, c'est vraiment du calcul matriciel et vectoriel. Ça veut dire, en fait, ce qui prend énormément de temps et ce qui consomme énormément dans un calcul d'IA, c'est le calcul matriciel et vectoriel. C'est ça. Et en fait, le chip Spire, c'est vraiment en fait de graver juste une puce qui ne fait que ça. North Pole, pour l'instant, c'est plus large encore que ça. Et je ne sais pas qui va arriver, quand, comment et qui va faire, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, North Pole va arriver beaucoup plus vite que prévu. C'est déjà en train d'être utilisé. En fait, on n'a pas trop le droit de le dire, mais en fait, on le teste déjà pour nos propres besoins et pour un certain nombre de clients. Mais soyez-en certains que ça va
arriver assez bientôt. Après, je ne peux pas dire la plateforme, mais bon. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi. Merci Xavier. On fait encore un petit peu de technologie en fait, quand même. Parlons de technologie, voilà, on va basculer sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand merci Xavier. Bonne journée. Je sais que c'est bien chargé. Hop, voilà. Déjà, je vais demander à Jean-Luc de se joindre à moi. On s'est mis à deux, parce qu'on s'est, comme ça, je vais partager. Si jamais ça se passe pas très bien, le Midi Expert, ce sera de ta faute aussi, Jean-Luc. Jean-Luc Bonhomet, vous connaissez, qui Bonjour. travaille un tout petit peu sur la plateforme IBMI depuis quelques années. T'es un petit jeune, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, 2 ans, en fait, voilà. Il va m'aider à animer cette session. On va faire un maximum pour que ça soit intéressant. Les experts, ils sont là pour vous. J'espère que vous allez participer. Alors, pour les personnes qui sont dans les autres salles, normalement, il y a quelqu'un de mon équipe qui va pouvoir prendre les questions, les envoyer dans le chat. Et Laurent, si présent, a accepté de les transférer. Donc, je me fais un petit coucou Laurent. La chose qui est aussi importante, c'est que tout au long de cette journée, c'est aussi à ça que sert l'université de l'IBMI, c'est pour échanger. Donc, je pense que n'hésitez pas à essayer d'interpeller ces différents experts tout au long de la journée. Je vais donc appeler Birgitta Hauser. Ah voilà, je te voyais pas, pardon. Qui est consultante DB2, qui nous vient directement d'Allemagne, qui parle très bien français. Tu viens, non, viens Birgitta. Voilà. Viens t'installer. IBM champion. Eh oui, IBM champion. Charles Guarino. So I will switch in English for you. Yeah, and all the rest of the day will be in English. No, I'm kidding. Je sais. Charles, if you can come with us on stage. So Charles is the president of Central Park Data. He's also an IBM champion. Everything with regards to modernization and AI around IBMI. So Charles, donc le président de Central Park Data, et d'excellents sujets de réflexion et thématiques autour de la modernisation, notamment de l'IBMI, de la partie développement et de la partie IA. J'en profite pour inviter aussi Benoît Marolo, qui doit être quelque part. Ben voilà, il est là, Benoît, qui travaille à IBM. Je ne vais pas dire mais bon, qui accompagnera Charles sur cette thématique. Guy Marmora, président. Ah bah voilà, j'ai du mal à voir, c'est les spotlights. Voilà, moi je suis cabotin, vous savez. Guy Marmora, donc président et fondateur de Resilian, qui échangera avec vous sur des sujets de sécurité. Gauthier Dumas, président et fondateur de CFD Solutions. Voilà. Alors Guy Marmora, IBM champion aussi. T'es pas champion, toi. Faut que tu quittes IBM, Benoît, pour être champion. Hein. C'est la condition sine qua non. Voilà. Gauthier, merci. Laurent, éventuellement, tu resteras là. Et j'avais potentiellement Benoît Henry, mais il est là? Ah bah voilà, je savais plus, il se cachait. C'est bien les t-shirts noirs, mais donc Benoît travaille aussi sur la plateforme IBMI, Benoît est d'IBM, et donc pour tous les sujets infrastructures qui pourraient éventuellement y avoir. On a pas mal parlé d'infrastructure. Dire qu'on va retrouver le pôle Nord dans Power dans pas longtemps, c'est ça que j'ai compris tout à l'heure. On est bien d'accord. Et ben voilà, la session est ouverte. C'est une session Ask the Expert. Les experts, ils sont là, ils sont experts, ils savent répondre à plein de questions. On a une petite demi-heure à passer ensemble. Est-ce que vous avez des questions? C'est un petit peu ça. Levez la main, je vous passe le micro. Voilà. Et éventuellement, dans les salles, pas de timidité. On se connaît tous, c'est la 12e édition de l'université de l'IBMI. Certains étaient là la première. Non, même si on est tous hyper jeunes. Non, attention. Sinon, c'est moi qui vais poser les questions. Je vais poser une question. Des questions? Alors, pas de questions? Bon, allez, on va perdre de temps. Alors, moi, honneur aux dames. Je vais poser une première question à Birgitta, forcément. Alors, moi, je suis un petit peu infrastructure. Xavier, je travaille avec lui depuis très très longtemps, mais poser une question dans le cadre de la partie DB2. Comment on peut améliorer la sécurité? Comment on peut limiter? Est-ce que c'est possible de limiter l'accès en fait à la base de données, voire aux données? Et de quelle manière et en quoi notre belle plateforme peut avoir certains avantages? Voilà. D'abord, on a des choses comme toujours, la sécurité de l'objet. Il y a des choses comme des constraints
et etc., check constraints, referential integrities, etc. Mais jusqu'à ce point, c'est que tout ou rien. Quelles sont les dates? Mais il y a une technique, ce qui est row and column access control, avec laquelle on peut réduire l'accès des dates de données. Et c'est un grand projet parce qu'il faut analyser qui doit accéder lesquelles données et quelle authority for them. And yeah, mais si l'on a fait, il est bien facile et ça indépendant avec laquelle technologie j'accesse. Si je prends SQL, si j'utilise Native.io, Update Data, n'importe quoi, si on peut pas voir les dates, on ne voit pas. Même si l'on est SecOffer with all object authority, etc., on ne peut voir ce qu'on a, où on a l'accès. D'accord. Bonne réponse. Personne. Non, À moi, oui. Ah bah oui, j'ai réussi à comprendre. Dis donc, faut qu'on se parle après. Toujours pas de questions? Personne n'a des questions? Allez. C'est incroyable. Remarquez, c'est une plateforme moi que j'adore. Je viens du monde AX. Ouh là là. Je suis arrivé depuis une petite décennie. Je suis un petit jeune de l'IBMI. C'est une plateforme que j'adore. Donc, il n'y a pas besoin de sécurité sur cette plateforme. La sécurité, elle est native sur Power, elle est native sur l'IBMI. J'ai quand même posé une question à Guy. C'est quoi la bonne politique pour les mots de passe? Pas de mot de passe peut-être, je sais pas. Ça pourrait. Ça pourrait. Je vais juste rajouter un truc par rapport à la question précédente. C'est vrai que RCAC, c'est vraiment un truc génial. IBM a fait un super boulot et ça a été inventé en 7.2. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a autant Authority Collection a évolué, donc il y a eu quand même des apports successifs. Autant RCAC a été très bien fait du premier coup. Et franchement, c'est une super fonction qui est gratuite, qui est assez facile à implémenter et qu'on voit pas assez souvent, je trouve, chez les clients. Donc moi aussi, j'encourage les clients à l'utiliser. C'est vraiment bien. C'est gratuit. Les mots de passe. Alors là, il y a alors les mots de passe. Donc 5 minutes, hein, pas qu'un. Non, pas 2 heures. On peut avoir d'autres questions. Bien sûr, attention, Guy. Dans les mots de passe. Alors donc aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près tous dans le même bateau. Où bien sûr, pour avoir un mot de passe robuste, on a la longueur du mot de passe, les typologies de caractères qui composent le mot de passe, et on introduit aussi un changement automatique du mot de passe. On est à peu près tous dans ce mouvement-là aujourd'hui, qu'on ait déjà atteint cette maturité ou qu'on soit en chemin vers ça. La problématique, c'est qu'il y a quand même une petite communauté de gens, une minorité de gens qui pensent que c'est pas ça vraiment la meilleure manière de protéger d'avoir des mots de passe. Et NIST vient de sortir un nouveau Password Guidelines au mois d'août qui va un peu à l'encontre de tout ça. Et intuitivement, moi, c'est vrai que personnellement, j'étais embêté par l'histoire du changement automatique des mots de passe. Ça m'embêtait un peu. Et donc, NIST, après pas mal de recherches, se rend compte que c'est pas forcément, c'est un peu contre-productif de le traiter de cette manière. Donc, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur la longueur, bien sûr. Sur la typologie de caractères, ils sont en train de réviser un petit peu cette partie-là, parce que plus vous complexifiez des mots de passe, puis plus forcément vous apportez de la contre-production par rapport à ça. Et aussi, il faut savoir que les mots de passe sont piqués par phishing. Donc là, si vous changez vos mots de passe tous les 40 jours, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc maintenant, aujourd'hui, NIST revient avec un truc pour dire qu'une fois que vous avez composé un mot de passe robuste, s'il est vraiment considéré comme robuste, alors vous n'avez aucune raison de le changer. Gardez-le tel quel. Et faites en sorte par contre il soit robuste à la base. Ça veut dire que ça aussi, il faut interroger peut-être des bases de données du dark web pour éviter, s'assurer qu'il n'a pas été leaké. Et puis on le change que si on a une bonne raison. L'autre truc, c'est qu'on est de plus en plus habitué avec du MFA.
Et que donc si on a un bon password qu'on ne change pas avec du MFA, on est beaucoup mieux protégé que d'introduire un changement automatique tous les 40 jours. Voilà, il y a de la frustration en plus avec tout ça. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on va toujours chercher le mot de passe qui va essayer d'obéir aux règles forcément, mais d'être toujours un peu borderline. Donc voilà ma réponse. Donc il y a un débat en ce moment, faut le savoir. C'est pas très connu. Il y a un débat, mais en plus, il y a une certaine évolution. NIST, c'est quand même un organisme un petit peu. Ah oui. Donc, faut suivre un peu ce qui va se passer là-dessus. Donc, voilà. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question, il y a une rupture de timidité dans une autre salle. Alors, on a une question dans la salle Louvre par notre ami Ludovic. Un client souhaite changer son ERP IBMI vers une autre plateforme. Quels sont les arguments pour rester sur l'IBMI ? Non, moi je suis pas l'expert, moi j'ai une idée. Qui prend cette question? So for Charlie, you got it? No, I was kidding. It's going to be a very short response if you wait. A customer wants to somehow, I believe the correct word is move away his ERP from IBMI to another platform. What would be the right element or the value proposition of the discussion we can globally engage to tell him that it might not be the best thing to do right now? Which I'm pretty much convinced, but I might not be completely objective as IBM. So you say you're pretty much convinced. I am totally convinced. Sounds good. No, it's completely true. I have seen in my years of doing IT consulting many failed projects, many failed attempts into getting off of this platform, because once people start, Just a bit closer. Yeah. Okay. Once companies begin this journey of trying to migrate off the platform, they begin to realize that this is a project that is well beyond anybody who's going to sell them. And I've seen these companies come in and they promise these very short migrations, 2 years, 18 months, and 18 months later, I hear that the projects are getting extended another year or 2 years or 5 years or never leave the platform. That's the first thing. The second thing is many companies don't understand just the value proposition and what they already are running. I've spoken with vice presidents of very large corporations who tell me that quite literally billions and billions of dollars are going through their applications every year. That is not a small thing. And just to think that you can just migrate off of something that's that robust is not thinking properly. The bigger problem, I think, is that executives are not getting the proper education on the value of what the platform offers. And that's really incumbent upon us to understand what we have here. I think many developers, sadly, we just do our jobs and we don't quite appreciate the business value of what we bring to a company. And that's significant. And I think when you have a shift of how you think that what I'm doing here is providing true value to the company, and I'm continuously giving the company more value and competitive advantage, which is really the most important thing, giving me my proprietary advantage, and you have that conversation, I think you might get management's attention quicker. Or you may have their attention for at all, because sometimes they close their minds and close their eyes based on what they're hearing. And I can tell you, if you're not keeping track of what's going on in technology, I can promise you right now, management is reading. They hear things, they do, and you need to understand. You need to remove the noise and make sure that they're getting the proper information. Thank you, Charlie. I know I'm a manager, that's why I'm just mind. So people have to tell me the truth. Yeah, that's right. You're right. Because by myself, I can't know that. Thanks. Je vais pas traduire. Hein. Vous avez tous compris? Ceux qui n'ont pas compris, ils demandent à Jean-Luc. C'est pour ça qu'on est deux. Ok. Bon, là, je vois que la timidité reste installée parce que moi j'ai des. Ah, voilà. Et après, il y aura une question. Il y a des questions qui arrivent dans le chat. Putain, ça fait, That's a question for Charlie. The main reason why people want to leave the platform is not for the value of the platform itself. It's most of the time the fact that there is a big skill depletion. Do you think that AI can completely change that paradigm?
Je vais peut-être juste traduire la question en français, au moins qu'il y ait une compréhension sûre sur la question. Philippe Mine disait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter la plateforme, notamment sur une problématique très forte, si ce n'est la principale, sur les problématiques de skill. Est-ce que l'arrivée explosive, la sortie de l'hiver de l'IA, et donc ce qui est en train d'arriver sur l'IA, peut éventuellement changer ce risque et ce paradigme? So your question is, you talk about the lack of current skills on this platform. This is a real problem. However, there are real solutions to this, and you mentioned AI as well. This is one particular topic that has really captured my imagination. I can tell you that 30 years ago, I was so excited about technology. Why? Because it was Y2K. And if anybody here was in there, in that space at that time, you know that was on everybody's mind. And that really became clear to me when I went to a Sunday dinner with my family and got into a hot debate with my 3 grandparents who were in their 85 years old. They knew about Y2K. Everybody knows about Y2K today, AI today, but it's not a problem, it's an opportunity. AI has completely transformed of how we look at technology and how we consume technology. The difference with Y2K and AI is that we didn't have cell phones. Everybody today is a consumer of AI. To answer your question about the skills gap, technology is leveraging our skills. Even with a smaller staff today, with AI tools, it's making developers more efficient and giving them the ability to do the work of 3 developers where you didn't have that in the past. That's the first thing. The second thing, of course, is that IBM, and we talk about this all the time, it's not just an RPG system anymore. We just completed a project, in fact, that's going to be on the IBM client success stories this week, about we transformed the whole application. Now it's browser-based using Node and all SQL, REST services. So these are the skills that you need to look for. We're not just an RPG platform. RPG is completely relevant. SQL will always be there, but the answer is it's a broad-based, it's a much broader skill set that we bring, and there are people out there who know these technologies. Thank you, Charlie. Yeah, je crois qu'il y a une question. Oui. Alors, on avait une question. Quelle est la meilleure stratégie pour accéder au DB2, au DBC ou autre? Oui, je peux prendre celle-là. Donc, moi, j'interviens sur la partie effectivement open source. Et donc, du coup, avec l'open source, il y a clairement un lien avec la base de données DB2. Parce qu'en fait, toute l'interaction avec notre système, avec les logiques métiers, avec la database, va passer par cette connexion. Donc la question c'est quel est le meilleur moyen de s'y connecter au final aujourd'hui? Oui. Déjà avant de lister le meilleur moyen, enfin de dire le meilleur moyen, est-ce qu'il y en a un particulièrement? Je suis pas sûr, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de solutions pour accéder à la base de données DB2. Donc évidemment il y a ODBC, donc IBM a quand même pas mal investi, notamment ces dernières années sur ODBC, avec un petit changement de paradigme qui est venu par l'open source. C'est qu'historiquement, en fait, on utilisait ODBC pour se connecter depuis l'extérieur, en fait, depuis un Windows, un Linux, un Mac, ou enfin voilà, depuis l'extérieur pour accéder à DB2. Aujourd'hui, en fait, ODBC, on l'a aussi via les paquets RPM directement sur le driver ODBC à DB2 directement sur l'IBMI, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on peut construire des applis complètement portables. Et en fonction de notre architecture, on va pouvoir se connecter voilà, en local ou à l'extérieur, voilà, en fonction du besoin. Donc ça, c'est un premier point. Ça marche bien. À aujourd'hui, alors en plus, j'anime une session après sur MapPuppy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un nouveau mode d'accès à la base de données DB2 qui s'appuie sur une communication WebSocket. C'est encore frais. On est sur une technologie preview. Donc, je ne peux pas dire qu'à aujourd'hui, ce soit la meilleure façon de se connecter à DB2. Tout simplement parce que c'est encore frais, mais ça pourra peut-être le devenir. Enfin, en tout cas, c'est un gros pari de simplicité et de rapidité. Voilà, et puis après, juste un petit dernier mot sur DB2. Vous avez aussi, donc si on parle de langage open source, du PHP, du .NET, enfin, c'est pas open source, mais d'autres comme Node ou Python, vous avez aussi des connecteurs natifs
Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, vous avez le choix. Vous pouvez les benchmarker, ça c'est aussi très intéressant, on en a parlé tout à l'heure. Et voilà. Bah, c'est un petit peu ce qui résume la partie open source, c'est que la réouverture a des choix multiples, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, elle peut aussi dépendre d'autres impacts. Benoît ? Alors moi j'ai beaucoup de questions aussi sur l'intégration en général de l'IBMI avec le reste du monde. Donc juste pour compléter ce que tu as dit, l'APIisation, l'utilisation d'IWS, j'ai trop de questions. Est-ce que c'est une technologie qui est mature pour intégrer ma base de données, mes joyaux avec d'autres applications cloud ? Mais aujourd'hui, IWS, donc qui est basé sur WebSphere Liberty, c'est quelque chose de très robuste. Il faut pas, on peut envoyer de la transaction, des dizaines, des centaines de transactions par seconde. C'est une solution qui est très valable, notamment pour intégrer la base de données avec des applications cloud qui tournent en dehors de notre IBMI. Voilà. Donc ça, c'est Il me semble que tu es toujours basé à Montpellier et que tu as toujours des capacités de faire du benchmark. Hein, voilà, donc je suis... je sais que tu es trop gentil pour faire de la publicité, mais on peut en faire. IBM se dote toujours de la capacité de vous aider à tester des choses. Alors, on sait que c'est compliqué en termes d'efforts, qu'ils soient temporels, qu'ils soient en termes de ressources, qu'elles soient financières ou personnes, parce qu'un benchmark, c'est une réussite que si c'est un travail d'équipe, y compris avec vous, en tant que partenaire ou de client, mais ce sont des choses où... je mets Xavier dit, il vient d'un monde ancien, effectivement, j'ai beaucoup bossé avec Xavier quand il faisait sa thèse, en fait. C'était notre collègue. Hein, c'était notre collègue, puis notre patron. Enfin, c'est toujours mon patron à l'heure actuelle, mais effectivement, j'en profite pour faire un petit point. IBM a toujours la capacité de tester les choses. Certains d'entre vous l'ont fait, le font. Faut pas hésiter. On sait que ça peut être important, parce que la meilleure façon de savoir si ça fonctionne, c'est quand même de tester. C'est une palissade, hein, que je viens de dire. Mais pour savoir si ça fonctionne, tester si ça fonctionne, ça paraît pas con quand on se pose 2 minutes. Nous, au Client Engineering à Montpellier, avec l'aide d'Expert Labs notamment, on peut faire de ce genre de projet pour prouver vraiment que ça... Et donc là, c'est de l'intégration à IWS, typiquement, il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour l'APIisation. Stop la pub. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, mais je pense que c'était un point, je me suis permis, c'était un point important. Puis j'ai eu un petit peu de Montpellier, moi aussi. Est-ce qu'il y aura une question? Je crois qu'il y a une autre question sur la cybersécurité, il me semble. Allez, on la prend. Donc, quels sont les chemins d'attaque privilégiés par les cyberattaqueurs sur IBMI et y a-t-il des antivirus sur IBMI? Les chemins d'attaque. Bon, aujourd'hui, alors, il y a les malwares, hein, c'est sûr. Hein, c'est donc, en même temps, on va parler de système de protection. Enfin, il faut que je fasse court. Mais bon, dans la 7.5, il y a quand même un truc qui est super intéressant pour les malwares, puisque c'est quand même la porte d'entrée principale. C'est la protection de net serveur par les listes d'autorisation. Donc ça, c'est un truc que je vous encourage à faire parce que c'est très très efficace. Voilà. Après, maintenant, je pense qu'on est quand même là. Vous avez vu la nouvelle de cette nuit. Là, il y a Auchan qui est aussi là, donc qui est rajouté à la liste. Donc, on voit bien, de toute façon, qu'il n'y a plus véritablement de forme d'attaque typique. Avant, c'était vraiment les malwares. Bon, c'était un peu une industrialisation. Maintenant, on est face à des choses beaucoup plus organisées. Hier dans ma session, je parlais justement de la phase d'une attaque. Il y a une phase de découverte. Hein. Donc la phase de découverte, c'est très important que nous, on soit très efficace pour commencer à comprendre qu'il y a un comportement d'un utilisateur ou on va dire quelqu'un qui se fait passer pour un utilisateur qui fait quelque chose qui n'est pas normal. Et l'attaquant qui va être brillant, on va dire, il va laisser le moins de traces possible. Il va pas, comme un bourrin, essayer plein de trucs à la filée. Il va essayer un truc, il va se reposer, il va revenir peut-être 2 jours après, il va essayer un truc. Donc c'est très très difficile à détecter. Voilà. Donc, moi, je prêche un peu, enfin, pas pour ma paroisse, parce que c'est pas ma paroisse, mais on voit bien quand même l'efficacité des points d'exit sur ce type de comportement, parce que les droits, on va dire de base, c'est là l'aspect du multicouche est très important hein, dans l'efficacité de contrer les attaques, mais les droits sont largement insuffisants. Donc, le point d'exit dans ce type de choses, il est très efficace. Une autre chose aussi, tous les services IBMI qui sont à notre disposition. Dans certains cas, peuvent être utilisés, ils sont publics, hein, peuvent être utilisés par des utilisateurs qui n'ont aucun droit et pas de ligne de commande. Donc c'est quand même une porte ouverte pour la découverte du système. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors les antivirus, oui, il y en a. Bon après, il y a plusieurs écoles à dire est-ce que c'est utile, pas utile, machin. Bon, en tout cas, il y en a. Il y a une offre. Hein. Je crois qu'il y a IBM qui a une offre. Il y a IBM, oui.
C'est ça, hein, voilà. IBM a une offre, mais il y a aussi... Pas que nous. Mais pas que, non. Il y en a, je crois qu'il y a 2 autres acteurs du marché qui ont aussi des offres sur les antivirus. Bonne réponse. Ouais. Je fais un petit commentaire en fait où tu disais c'est des attaques organisées. Effectivement, IBM est quand même un petit peu positionné sur tout ce qui est cybersécurité depuis longtemps et ce qui a beaucoup changé, même en termes de profil d'attaque, c'est même maintenant de multiples entreprises, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un individu ou une entreprise qui fait l'attaque, qui va donc avoir un comportement inhabituel, il se passe rien, ça passe par le dark web ou je sais pas d'ailleurs, enfin je fais pas partie de la DGSE ou quoi que ce soit, c'est une autre entreprise qui va prendre le relais, voire une troisième qui va demander une rançon, ce genre de choses. Donc c'est des attaques à long terme, très structurées, on l'a vu sur des attaques récentes de différentes entreprises de taille petite et moyenne, y compris en France, même et partout, même dans les régions, il n'y a plus non plus je suis plutôt une PME ou une ETI, on va pas m'attaquer moi. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est plus du tout ce qui se passe en fait. Donc, tu voulais rebondir sur ce que je viens de dire? 30 secondes. Vas-y. Vraiment très rapide. Ouais. Et il y a aussi un autre aspect, c'est les comptes de service. Donc ça, c'est très très important aussi d'être très vigilant sur les comptes de service. Si on se souvient de ce qui s'est passé à SolarWinds, donc il faut bien penser à ça. Un éditeur peut se faire attaquer et peut vous contaminer et nous, on a toujours été habitués, on va dire, à faire confiance dans les logiciels et les process qu'on fait tourner, et on était plutôt orienté vers les utilisateurs finaux. Alors aujourd'hui, en fait, le danger, il vient aussi par ces grandes portes. Si vous regardez le nombre de CVE qui sont référencés sur tous ces logiciels, c'est effarant. Même y compris des logiciels de sécurité. Bon, SolarWinds, mais il y en a d'autres. Hein. Ouais, donc, grande vigilance aussi sur les comptes de service. Voilà. Après, vous avez un truc qui vous protège plutôt pas mal. Non, là. Non, mais oui, dans le Power 10 notamment, il y a plein de choses. Encryption totale de la mémoire. On protège les attaques return orientées de programming. On fait attention lorsque vous faites de la virtualisation. En fait, on a 10 ou 50 fois moins de... je me rappelle plus du chiffre exact, puis il évolue régulièrement. On a 50 fois moins de CVE nativement que du VMware, vous savez, le petit outil de virtualisation de Broadcom, face à du Power VM. Donc il y a aussi des différences technologiques très structurantes qu'il faut même parfois ramener sur une proposition de valeur d'un ERP sur IBMI ou sur Power versus une autre plateforme. C'est parfois difficile à valoriser, mais ça existe véritablement. Une autre question? J'en ai une sinon moi. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ai. Ah si, Jean-Luc. Oui, bonjour. Petite question. Est-ce qu'il est possible de faire de l'injection de commandes sur un appel de programme ou des choses comme ça? Mis à part quand vraiment de l'injection de commandes lors d'un call d'un programme en paramètres, un peu comme c'est possible chez Linux ou même Windows. I'm going to translate that for you, Charles, just in case, because it seems the French team's gonna. Is it possible? I'm sweating a bit. Maybe at the end we have to. No, sorry, I'm kidding. If I translate it correctly, is it possible to do command injection, to directly inject commands on? Je me rappelle plus. Like it's done on Linux open source or these kind of things? It's a security question, right? Or... Oui, pardon, ouais. Okay. Ah, c'est sur l'angle de sécurité? Ouais. D'accord. Pardon, je savais pas. Ouais, moi c'est pareil, je savais pas. Les commandes, il y a plein de manières de les lancer. Il y a un truc qui est génial aussi, c'est les fonctions scalaires QCMD exec dans SQL. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous analysez, par exemple, imaginons, vous faites du database monitor, vous étudiez vos SQL, et puis à un moment donné, vous voyez des selects passer. Si vous faites pas très attention à toute la chaîne, il peut y avoir une commande qui se planque dedans, alors que c'est un select. Donc il y a beaucoup de gens qui souvent vont pas très très loin dans l'analyse de la chaîne de caractères, et effectivement, ça peut planquer un QCMD exec. Est-ce que c'est ça la question, un petit peu? Oui, ça rejoint un petit peu. Oui. Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut compléter. Ah, ouais. Mais il me faut répondre en anglais. For example, with SQL, there are also things that you can do. Just add a trigger on a table. Within the trigger, you have some
very critical code that will destroy your data, etc. That's why it's important that you also include the row and column access control or dynamic SQL. If you can pass a dynamic SQL statement, yeah, you can do everything in your program. And that are all risks that you have to consider. I want to add to that. En anglais. There was a time when you could corrupt the database with SQL, and that remains true today. However, in SQL, there is a whole new set of SQL services that do much more than just have access to your database. They can do many, many things to your complete environment, capturing information that's not even on the database. So Brigitte makes an excellent point, especially with triggers, because if sometimes people will add a trigger and you don't even know about it. These things are running all the time, capturing data about your environment. So you need to be aware and make sure you're running audits on your database on some regular basis so you understand what's actually happening, what you can't see. It's a very important point. Merci. Ça répond? Une autre question? On va pas tarder à se rapprocher de la fin de là. Moi j'en ai une, et c'est vrai que le positionnement d'IBM autour d'open source, je crois qu'on fait 2 ou 3 choses, et pas uniquement de racheter des entreprises, de les laisser indépendantes comme Red Hat, mais dans les kernels, on est un contributeur fort. Et la question elle est pour Gauthier, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je la pose. Un client ou un département d'un client qui a une plateforme IBMI depuis... Or, certains systèmes, c'est 36 ans maintenant, hein, c'est ça, je fais attention quand je dis des trucs comme ça, parce que Philippe, il me surveille. Et l'open source, il est arrivé partout. Il peut amener une certaine agilité, des nouvelles façons de faire, avec du risque, mais par contre, une véritable agilité, une manière différente de faire. Il y a des besoins métiers qui arrivent. Un client qui se dit, l'open source m'intéresse. Et je sais, en fait, c'est pourquoi je pose la question, je ne sais pas s'il y a vraiment cette réponse, mais quelle serait peut-être la première chose à faire, à réfléchir face à un un système entier, un ERP ou même un vertical business pour un client qui se dit l'open source c'est là, je m'en sers peut-être à d'autres endroits de l'entreprise. C'est quoi la première étape? Qu'est-ce que je peux faire pour... Il y a peut-être aussi une question de modernisation. Peut-être que Charles ou Benoît ont des commentaires à faire après. Mais je me tourne vers toi. Je sais que tu fais un tout petit peu d'open source. Exactement. En fait, ça peut être une réponse multiple, mais déjà quand on part sur une adoption open source ou qu'on commence à s'intéresser à l'open source, alors en réalité, il y en a déjà beaucoup dans l'IBMI. Hors les paquets RPM, etc., que vous pouvez avoir aujourd'hui, où il y a vraiment beaucoup de solutions. L'idée en tant qu'entreprise, c'est que ça ne doit pas être drivé par l'envie d'aller vers l'open source. Ça n'a pas de sens, en fait, de dire ça. Souvent, ça va être drivé par un besoin métier, en fait. Un besoin métier ou parfois un besoin technique, effectivement, de modernisation. Donc là, on pourrait parler dans l'écosystème dans lequel on est. OK, pratico-pratique de modernisation. Ça peut prendre divers aspects, hein. Ça peut être une adoption d'une technologie web pour faire de la modernisation d'IHM, ça peut être de l'APIisation de l'IBMI pour faire des web services. Voilà, enfin, la liste, elle est très très longue. Ouais, donc c'est vraiment en contexte en fait. Donc, c'est ne pas mettre ça comme un point bloquant en disant c'est de l'IBMI, donc parce qu'il y a plein de choses qui sont là, plein de choses à adapter. Aujourd'hui, on peut dire oui, il y a beaucoup de demandes et c'est pas parce qu'on est sur l'IBMI que, honnêtement, aujourd'hui, on est très très peu bloqué par des contraintes techniques en fait. On peut répondre à beaucoup de besoins métiers. Et donc juste pour aller dans ce sens-là, ce qui doit driver quelque part l'adoption d'une technologie ou d'une autre, c'est le besoin métier, c'est la définition d'un projet pilote en fait, hein, qui peut être un début d'adoption. Et petit à petit, en fait, c'est un moyen de découvrir l'open source et puis pourquoi pas en s'appuyant aussi sur les ressources que vous avez déjà en interne. Souvent en interne, on a une équipe micro, une équipe web et puis l'équipe IBMI et ça communique pas toujours ensemble ou pas toujours bien. L'idée, c'est peut-être justement, profitons de l'open source, on parle des mêmes technologies, on parle de la même agilité, des mêmes méthodologies de gestion de projet. Pourquoi pas mixer un petit peu les deux et ça peut être un point d'entrée. Si vous avez déjà une équipe, je sais pas moi, Node pour changer un petit peu de PHP dans votre équipe, pourquoi pas faire un projet Node qui répondrait à un besoin business à un instant T. Ok.
précision, alors moins technique parce que je connais pas complètement bien l'open source, mais on peut potentiellement aussi répondre à une problématique de skills. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester bloqué, on a besoin de moderniser, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. L'open source sait le faire. Il manque peut-être de skills et il y a peut-être des gens qui sont déjà partis en retraite ou vous ne savez pas trop comment le faire avec les anciennes technologies. Vous pourrez faire des choses en open source, donc il faut aller regarder de ce côté-là. Soit vous avez des gens déjà dans l'entreprise qui connaissent l'open source, il faut parler avec eux et voir ce qu'on peut faire, ou soit c'est R&D. Voilà. Même au niveau de la plateforme, je parle de choses comme Ansible, l'automatisation, ce genre de trucs. Exactement, Alain. En fait, l'open source, en fait, ça permet de pallier aux problèmes de compétences. Alors pas tout à fait à 100%, hein, bien sûr, parce qu'il y a des compétences pures et dures IBMI, mais c'est une interface supplémentaire qui permet d'administrer le système, d'automatiser les choses et de moderniser les applications avec une temps de latence entre le cœur de métier qui tourne déjà en ILE et des composants qui sont standards. Quand on fait du Node, quand on fait du Python sur IBMI, c'est du standard Node, du standard Python. Donc vous pouvez embarquer les équipes extérieures à l'IBMI. Vous les mettez dans une prison qui s'appelle un shroot, hein, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Voilà, vous les enfermez un peu. Mais voilà, il y a des moyens techniques pour faire en sorte qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et ensuite, des formations, les formations open source. L'open source sur IBMI, c'est quand on fait du Python, encore une fois, c'est du Python standard. Donc on a plein de formations en ligne et il y a des partenaires aussi qui peuvent vous accompagner pour vous former. Les seules particularités, c'est peut-être les connecteurs avec le monde natif pour moderniser et intégrer. Mais à part cela, voilà, donc des formations en ligne, des formations par des partenaires. Et voilà, je pense qu'on a un peu. C'est vraiment du standard l'open source. Hein, et n'oubliez pas de demander aux jeunes développeurs de ne pas commencer par SU-route dans un container. Il faut éviter. Ouais, voilà, la moitié des containers qui tournent en route, mais enfin, bon, c'est pas obligé. Faut pas. Je peux juste rajouter une petite parce qu'après on arrête. sur l'open source très rapide. C'est que c'est pas forcément sur des projets aussi annexes sur IBMI, c'est qu'il y a une vraie connexion avec l'existant. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez, depuis une application web open source, valoriser votre existant en appelant des logiques métiers qui sont en RPG. Donc ça, les passerelles sont là techniquement, hein, depuis longtemps. Et à l'inverse, en fait, depuis vos programmes RPG, par exemple, ou CL, vous allez être en capacité d'appeler des solutions open source. Et en fait, les chemins sont dans les deux sens. Et voilà, après, ça dépend du problème. Voilà. Je vais vous demander juste un tonnerre d'applaudissements pour nos experts, qui je pense seront disponibles dans la journée. On va Merci, thanks to you guys. Merci beaucoup. Et ben voilà, on va clôturer cette session. On verra dans les feedbacks. J'espère que l'idée de tenter cette chose-là, en fait, on est inspiré par Common Europe. C'est nos amis de la Common France qui nous ont dit pourquoi on ferait pas une session comme ça. On espère que ça vous a plu, intéressé. Voilà. Petite pause, c'est ça? Ah non, ah oui. Ah bah non, oui. Ah bah. Et tu vas très vite, hein, parce que. Oui, mais je suis rapide. Comme hier matin, un peu de logistique rapide. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui viennent que aujourd'hui, donc à midi vous avez le cocktail en haut dans le cœur de verre et l'après-midi c'est des Eco Cup en plastique, donc pas mal ont joué le jeu, donc on continue aujourd'hui. Et surtout cet après-midi on a les sessions Common. Donc vous avez ceux qui sont inscrits au Common anti-stickers bleus, c'est ce qui va l'autorisation de rentrer dans les salles. Ceux qui voudraient encore ont la possibilité de s'inscrire au Common. Le stand est en haut. Il y a les équipes du Common Front qui sont là. Donc ceux qui voudraient pouvoir assister aux sessions cet après-midi, vous êtes obligés d'avoir le petit sticker, sinon vous ne pourrez pas rentrer. C'était juste le point. Et sinon, en tout cas, bonne session. Donc là, il y a 2 sessions ce matin dans les différentes salles. Et parfait. Voilà. Donc oui, et donc toutes les sessions sont enregistrées, donc la bonne nouvelle c'est que toutes les sessions d'hier ont fonctionné, donc on va croiser les doigts pour qu'aujourd'hui ça continue, donc vous aurez les replays des différentes sessions d'hier. Ah, c'est ça. Et bonne journée à vous, bon courage.